Pulsar. Bonjour et bienvenue dans Poitou Pop, votre émission qui vous apprend à manger du bourgeois. Et aujourd'hui sur les ondes de Radio Pulsar, on a pas mal de choses à dire durant cette petite heure qui s'offre à nous. On est nombreux et nombreuses autour de la table. Commençons d'abord par les invités. Pauline qui est orthophoniste, bien le bonjour. Bonsoir. Fanny et Olivier qui sont ici, qui sont de l'association d'AVC 86, bien le bonsoir également. Bonsoir. Et on a également nos bénévoles de Poitou Presse, Laurine qui est là. Et je sais pas si tu étais déjà venue dans notre émission ou non auparavant. Bonsoir. Si, je suis venue en juin dernier, je crois, une fois. Ah, ok. Peut-être même une deuxième, mais je me rappelle pas. Et ben voilà, comme ça sera la troisième et c'est bien sympathique de t'avoir autour de la table. On a également Eden qui est là pour sa deuxième fois aussi. Bien le bonsoir. Et on a aussi Jeanne qui est là dans la technique au loin, qui est venue de Bordeaux spécialement. Bonsoir. Et Edoui plein air. Waouh, ça en fait du monde, sacré appel. Enfin bref, aujourd'hui on a pas mal de choses à dire. On va parler notamment de l'association AVC 86, du suivi médical quand on se retrouve en situation de handicap avec l'AMDPH et les difficultés qui en découlent bien souvent, et également le problème des orthophonistes en France et la pénurie d'orthophonistes qu'on a, qui inclut donc le suivi médical des personnes en situation de handicap. Mais avant ça, le moment un peu plus touchy, le moment un peu plus compliqué, c'est le moment de la nazie et de la minute de silence qui est venu cette semaine. Ça fait trembler les murs carrément quand on parle de ça. D'un coup, il y a une ambiance bien pesante lorsqu'on parle de ce sujet. Pour un peu entamer ce process, on va dire, là de réflexion qu'on va émettre durant les quelques minutes qui arrivent, il faut aussi comprendre comment est-ce que finalement on choisit l'agenda médiatique de la politique française, qui a choisi donc de rendre hommage à un militant d'extrême droite, nazi revendiqué, on peut l'appeler comme ça. De l'Action française. De l'Action française, donc monarchiste en plus de ça. De comment est-ce qu'on choisit finalement les personnes auxquelles on rend hommage. Et Eden, donc, tu souhaitais nous en parler pour introduire un peu ce sujet. Tout à fait. Tout d'abord, hello mes petits garnis d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur Poitou Pop, je voulais vous parler de Quentin de Ranc, qui a été tué il y a presque une semaine maintenant. On entend parler que la jeune garde, une soi-disant milice violente qui s'amuse tous les week-ends à tuer des nazis. Alors que si nous devions faire un concours du meurtrier, l'extrême droite gagne haut la main. Ils sont sur le podium des organisations tuant le plus de personnes en raison de leur différence ou leur affiliation politique. Et j'évoque ici l'agression raciste du 19 mars 2022 à Paris, du meurtre de 2 jeunes hommes potentiellement de gauche en juin 2022 à Lyon, du meurtre de Mahamadou Cissé le 9 décembre 2022, du 23 décembre 2022 à Paris, quand William Mallette, militant d'extrême droite, tue 3 personnes et en blessant 4 autres. Plus récemment, le 31 mai 2025, le meurtre de Hichem Miraoui, tunisien. La chasse à l'homme raciste dans un village du Limousin, le 15 août 2025. Ou encore le meurtre de Joëlla. D'ailleurs, revenons sur le cas de Joëlla, qui était une femme transgenre de 45 ans. Elle a été tuée par 2 hommes à Nouméa ce week-end et on ne parle pas d'elle dans les médias. Aurait-elle eu le droit à une minute de silence à l'Assemblée nationale ? Je pense que non. À l'Assemblée nationale, se faire tuer pour un choix, celui de détester au plus haut point les personnes discriminées, est plus important sans doute que se faire tuer pour être simplement qui l'on est. Si Joëlla n'était pas morte et qu'elle avait tué les 2 autres personnes l'ayant tuée, ça aurait sans doute fait le tour des médias et elle aurait été passée à tabac car c'est une femme trans qui aurait tué 2 hommes blancs. Je ne pense pas qu'il faille légitimer n'importe quelle violence, mais parfois il y a de la violence légitime. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire Jacqueline Sauvage. Elle a tué son mari car il était violent avec elle, mais elle ne l'a pas tué lorsqu'il la tabassait, donc ce n'était pas de la légitime défense. Pour autant, elle a été graciée. Je vous parle de Jacqueline Sauvage car pour les militants de gauche, c'est la même chose. La plupart d'entre nous sommes pluridiscriminés, nous subissons la violence tous les jours et parfois pour ne pas mourir, il faut savoir se défendre. Et cette défense paraît dans les médias comme des attaques, ce qui est tout à fait différent. Je recontextualise. Qu'est-ce qu'un antifasciste ?
une personne qui se bat contre le fascisme. Qu'est-ce qu'un fasciste ? C'est une personne qui souhaite un système politique autoritaire qui associe populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême et par derrière qui attaque donc toutes les minorités. Ainsi, l'antifascisme, c'est protéger le monde du fascisme. Les antifascistes n'existeraient donc pas si le fascisme n'existait pas. Alors oui, Quentin Deron qui a eu le droit à 1 minute de silence à l'Assemblée nationale, alors que c'est un fasciste qui fait partie de l'Action française, un groupuscule néo-nazi, prêt à battre, voire tuer des personnes déjà pluridiscriminées. Et de l'autre, on a Joëlla, tuée pour son identité, un transféminicide qui passe sous les radars, surtout celui de l'Assemblée nationale. Alors vive l'antifascisme et courage à tous ceux qui ont aujourd'hui peur de mourir en raison de leurs identités. C'est très bien amené, merci beaucoup Eden. Ça permet notamment de construire un peu la discussion autour justement du choix auprès de qui est-ce qu'on rend hommage ou non à la nation. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 minute de silence à l'Assemblée nationale. Là en fait où c'est le problème, c'est que ça a totalement dépolitisé un peu le combat qu'il y a eu au moment de la conférence de Rima Hassan. C'est-à-dire qu'il faut recontextualiser. Au départ, déjà, il y a des premières infos qui sortent de n'importe comment. Il y a l'AFP qui dit qu'il y a eu des coups de couteau. Finalement, il n'y a jamais eu de coups de couteau. Et en fait, on se rend compte que les informations, elles sont avant tout fournies par le collectif Némésis. Collectif Némésis qui est donc un collectif féministe raciste avant tout, qui part du principe qu'il y a énormément de viols parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en France. Qui explique qu'il y a uniquement les étrangers qui violent des femmes c'est ça. Et que sinon c'est pas tout à fait ça, c'est juste des mécompréhensions. C'est ça. Et là il y a un problème derrière ça. Et donc du coup derrière il y a eu tout un discours sur oui, donc il y a une rixe, on avait quelqu'un qui était là pour le protéger, il s'est fait tabasser en dépolitisant totalement le contexte. Et sauf qu'en politisant le contexte, on se rend compte déjà par les images qu'on a vues, notamment par le fait qu'il y a eu des antifascistes qui étaient également là, cagoulés, et qui donc devaient rôder dans Lyon. Lyon qui est une ville où depuis de nombreuses années, il y a des maraudes tous les soirs ou tous les 2 soirs, où il y a des gens qui sortent dans la rue avec des battes de baseball pour aller agresser des maires rebeux, comme il y a eu par exemple à Poitiers lors de la demi-finale de la Coupe du Monde entre France et Maroc, où je me rappelle que on a dû faire un rassemblement dans le centre-ville parce qu'en fait, il y avait l'Action française qui se baladait dans le centre-ville de Poitiers et qui tentait d'aller agresser des femmes marocaines et tout. Et donc, du coup, il a fallu faire un rassemblement. Mais qu'est-ce qui se serait passé ? Et il y a eu altercation avec les fascistes. Et qu'est-ce qui se serait passé si les fascistes, d'un coup, étaient venus avec des battes de baseball et qu'on avait dû se défendre ? En fait, fatalement, à un moment, il aurait peut-être fallu de la confrontation. Soit il y a de la fuite, soit il y a de la confrontation. Donc, il ne faut pas non plus, jeter mamie sous le bus. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais sous le bus, parce que en fait, s'il y a eu altercation, c'est avant tout parce que d'un côté, il y a une politique, une idéologie qui est extrêmement violente et qui pousse à la violence et qui pousse au fait que on aille toujours vers des extrémismes plus racistes, plus extrémistes. Oui. Et c'est terrible en fait que, en dépolitisant totalement l'altercation qu'il y a eu, en faisant croire que Quentin était uniquement un homme blanc de 23 ans, parce que moi j'ai 23 ans, j'aurais pas envie de crever demain. Mais en faisant passer Quentin uniquement pour une personne de 23 ans et en dépolitisant la manière dont il est arrivé dans la manifestation et dont il voulait casser lui aussi du gauchiste, apparemment d'après ses camarades, ses derniers mots, c'est quand est-ce qu'on remet ça ? En fait, ça a fait qu'aujourd'hui, c'est grave que l'Assemblée nationale ait pu donner 1 minute de silence à un mec qui est néo-nazi, quoi. Genre, c'est fou de voir ça, que partout dans le monde, il y a des gens qui se regroupent et qui luttent face à ça. Et en France, qu'est-ce qu'on fait ? On se soulève et on dit non, c'est pas bien qu'un néo-nazi soit mort. Mais combien de personnes sont mortes juste parce qu'elles étaient noires et pour des propos racistes, comme tu viens de le dire, Joëlla, qui est mort en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, uniquement parce que c'était une femme trans. Non, mais oui, mais en fait, c'est ça le 2 poids 2 mesures qu'on entend tout le temps dans les politiques publiques. Enfin, on entend tout le temps ce truc de dès que c'est quelqu'un de respectable dans la ligne de la respectabilité de plus on est blanc mieux c'est, plus on est un homme mieux c'est, plus on est hétéro mieux c'est, plus on est bourgeois mieux c'est. En fait, à partir de là, si eux sont protégés, mais que tous les autres, en vrai, on s'en fiche parce que de toute façon, ils meurent déjà. Enfin, il y a déjà une femme qui est violée tous les 2 jours. On s'en fiche un peu. Moi, ce qui m'a... Enfin, voilà, quoi. Surtout derrière tout ça, c'est aussi la tactique politique. François Hollande, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si tu as vu Edu Plein Air, François Hollande, ses dernières vidéos qu'il a sorties. Il a sorti une vidéo où il dit, alors plus jamais il y aura d'alliance avec la LFI.
vu que du coup ils sont considérés comme responsables de cet assassinat notoire. Et il dit s'il n'y a pas d'alliance, et on est prêt à perdre des municipalités de gauche tant qu'il n'y a pas d'alliance avec la LFI. C'est-à-dire que dans sa réflexion bourgeoise même, il a considéré que en fait, valait mieux qu'il n'y ait pas LFI qui est considéré comme trop radical, antifasciste, contre les institutions, alors que même que LFI soutient les institutions. Depuis le début, a dit ou nous, on veut faire la révolution par les urnes. Ça déplaît même à un gros frange de silence. Oui, c'est ça. C'est ça. En plus, ça, ils étaient OK par la minute de silence. Ils étaient OK. Ils y étaient en plus. Ils y étaient. Sauf Raphaël Arnaud. Mais après, logique que Raphaël Arnaud n'y soit pas, j'ai envie de te dire. Mais ils y étaient. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ils ont courbé les chines. Ils ont dit OK, on fait la minute de silence. Et malgré tout, François Hollande, il est là en mode. Moi, je ne veux pas du tout une alliance avec la France Insoumise. Oui, il a quand même dit qu'il voterait au deuxième tour si jamais il y avait. Contrairement à d'autres. En fait, d'un coup, il a senti que c'était peut-être chaud pour avoir des adjoints PS dans certaines municipalités. Il s'est dit, je vais peut-être me rattraper légèrement. On peut faire un parallèle historique un peu tiré par les cheveux. Ouais. Il y a eu la tuerie de Nanterre en 2002. C'était un militant écologiste vert. À l'époque, ça s'appelait les Verts, et qui était ancien du PS et qui était aussi adhérent à la Ligue des droits de l'homme. Donc, pour rappel des faits, il avait peu avant les élections présidentielles de 2002, assassiné à peu près une douzaine d'élus au conseil municipal directement en public. Donc ça, c'était un événement à l'époque qui est un peu marqué. Mais je pense que notre présentateur était peut-être pas né. Et tout voilà. juste. Et donc, à l'époque, personne déjà, c'était pas un néo-nazi. Bon, c'était un fou, ce que tu veux, etc. À l'époque, personne n'a dit qu'il fallait dissoudre les Verts ou qu'il fallait ne pas s'allier avec les Verts parce que c'était un militant vert qui avait fait cette tuerie. Bon, il y a quand même un peu une différence de traitement là qui est quand même assez surprenante. Et puis on n'a pas non plus fait une minute de silence à à l'honneur de cet assassin qui, en fait, il s'est fait tuer sur le coup, quoi. Il s'est suicidé. Non, il s'est suicidé le lendemain. Voilà. Mais personne n'a fait une minute de silence pour Richard Durand, du coup. Ouais. Donc, ouais, c'est clair. Et puis au-delà de ça, et même le RN à l'époque, le FN n'avait pas forcément dit à l'époque, en tout cas, même eux. Ils n'avaient pas sorti cette conclusion-là. On n'était pas dans un climat où on pouvait se dire, tiens, on met l'opprobre sur tout un parti. Surtout que le lien, c'est les collaborateurs de Raphaël Arnaud, qui n'ont pas été d'ailleurs jugés coupables, mais dont un a dit qu'il était sur les lieux, mais voilà. Mais c'est tout. Eux-mêmes ne sont pas la France Insoumise. Raphaël Arnaud, c'est pas toute la France Insoumise, et donc par ricochet, toutes les mairies, tous les candidats municipaux, c'est pas toute la France Insoumise non plus, quoi. Mais surtout faire croire que la jeune garde, c'est les plus radicaux des antifascistes, alors que quand tu discutes avec des antifas qui font des choses vraiment compliquées, ils t'expliquent que Raphaël Arnaud, c'est le côté institutionnel de l'antifascisme. Ils doivent bien se taper des barres en mode, en fait, ça montre bel bien qu'aujourd'hui, il y a une droitisation totale de la société, du discours politique et des actions politiques qu'on mène. Et c'est terrifiant, hein. Vraiment, ce petit mood vichiste là, ça me met des petits frissons dans le dos. Et puis si tous les groupes antifascistes étaient à fond LFistes, ça se saurait. Et si les LFistes étaient à fond avec les groupes antifascistes, ça se saurait aussi. Enfin, il y a un mélange direct de tout ce qui ressemble plus ou moins à la gauche, c'est associé directement LFI. Dès qu'il y a un truc un peu violent, soi-disant de gauche, parce que y a une personne sur 20 qui se dit de gauche, tout de suite c'est non mais c'est de la faute de LFI, c'est de la faute de LFI. En fait, il y a eu un total retournement de la diabolisation qu'il y avait vis-à-vis du RN, du FN à l'époque, qui s'est totalement retourné sur les partis de gauche, parce que LFI c'est de gauche, c'est pas d'extrême gauche. Le Conseil d'État l'a bien dit. Et en fait, à partir de là, il y a un retournement de situation qui a été tellement fort en une dizaine d'années à peine, quoi. C'est une folie, c'est d'une telle violence. Moi, ça me donne des frissons, à savoir pour l'année prochaine, les présidentielles. Ça va être corsé, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai juste peur, là. Je comprends. Je vous avoue. En tout cas, voilà, c'était notre petit moment réflexion de comptoir, en mode waouh, où la France devient bel et bien d'extrême droite, et son assemblée soutient et donne voix au chapitre à un nazi. D'ailleurs, la première ministre italienne l'a soutenue également, hein, ça veut tout dire. Elle qui était dans les jeunesses fascistes de Mussolini, elle était vraiment en larmes. Macron a quand même dit attention, faut rester chez soi. Regardez chez vous d'abord. Garde tes brebis et garde les miennes. C'était sympa. Il est temps de passer à un autre sujet. Et avant ça, bien entendu, pour une transition en douceur, il nous faut toujours un bon petit jingle. Alors c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. On peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le pape. Les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger.
Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Ah, tout de même. Les étoiles en plus. Vous êtes toujours sur Poitou Pop, sur les ondes de Radio Pulsar, et on va passer au sujet du soir avec nos invités, Fanny et Olivier qui sont donc d'AVC 86 et Pauline qui est orthophoniste. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut commencer par contextualiser un peu l'association? Déjà, on peut commencer par un petit point contextualisation. AVC 86, c'est quoi? C'est une association qui a pour but d'accompagner les personnes qui ont eu un AVC? Oui, c'est un peu dans le titre, mais on ne sait jamais. Non, c'est pas ça. Bon, je vais y aller, je vais prendre la parole. Donc moi je suis donc Olivier, secrétaire de France AVC 86. Donc France AVC, c'est l'association nationale pour les victimes d'AVC, et on a créé donc une antenne dans le 86. On est là pour accompagner les victimes d'AVC et leurs aidants. Bien souvent on oublie un petit peu les aidants. Donc nous, on n'est pas du tout dans le médical, bien que notre siège social est au CHU de Poitiers, dans le service de neurologie. Le début de l'aventure, c'est donc Fanny, qui est maintenant présidente de l'association, qui a mené à bien de créer cette association. Et pendant de nombreuses années, c'était le professeur No, neurologue bien connu au CHU de Poitiers, qui a été donc le président. Et lors de l'Assemblée générale de 2025, le bureau a été un petit peu modifié. Donc, comme je disais, on est bien dans l'accompagnement des victimes d'AVC. Fanny pourrait davantage en parler. Moi, j'ai été également victime d'un AVC, mais j'ai un petit peu un parcours atypique. Je n'ai pas eu le parcours, et heureusement pour moi, comme beaucoup, c'est-à-dire réa neurochir, neurochir, et après la longue rééducation qui peut s'en suivre derrière. Donc avec des semaines, voire des mois d'hospitalisation derrière. Donc on a bien sûr des groupes de parole pour les victimes d'AVC, pour les aidants, et également un accompagnement lors de cette rééducation qui se déroule principalement dans le pavillon Maurice Salle, sur le site du CHU. Donc voilà un petit peu le contexte de l'association. C'est parfait, comme ça nous met bien les idées au clair sur le champ d'action de l'association. Donc Fanny, on est aussi là pour parler justement du lien entre AVC 86 et de la MDPH, donc la maison des personnes handicapées. Quand tu as eu un AVC, vu que toi aussi également tu en as eu un, quelles ont été les réceptions par rapport à la MDPH? Comment est-ce que tu as été reçu? C'est quoi le souvenir que tu en gardes? Ça a été très compliqué. Parce que quand je suis rentrée dans le monde du handicap après mon AVC, déjà, moi, j'étais persuadée que j'avais fait un AVC, mais j'étais handicapée, mais que le lendemain, j'allais me réveiller, j'aurais plus rien. Sauf que après, il a fallu que je me batte beaucoup. Et comme je ne voulais pas rester comme ça, je me suis battue, j'ai bien récupéré. Enfin, quand la première fois que je me suis pointée à la MDPH, j'ai été bancale, j'ai été debout, mais j'étais bancale. Et quand je suis arrivée dans le hall, et là, la médecin qui me recevait m'a regardée, m'a dit « Ah oui, mais vous êtes debout, vous êtes pas en fauteuil. » Ah oui. Et là, je viens de me battre pour sortir de mon fauteuil. Et moi, j'étais tellement fière. Tous les médecins me disaient « Waouh, c'est génial, vous êtes debout. » quoi. Enfin, parce qu'ils savaient ce que je venais de vivre. Et la MDPH qui me regarde et qui me dit, en clair, déjà, mon pourcentage avait baissé. Quoi. C'était à partir du moment où je n'étais pas en fauteuil roulant, c'était fini. Puis après, j'en ai vu tous les 2 ans, il fallait que je prouve que j'avais réellement un handicap. Et jusqu'en 2017, où là, j'avais un dossier qui était béton. Enfin, j'avais vraiment été voir tous les professionnels, enfin même ce que j'avais pas besoin, l'ORL, quoi, le truc que j'ai pas de soucis aux oreilles. Mais j'avais vraiment un dossier qui était complet. Et donc là, je suis convoquée à la MDPH, donc très bien, j'y vais. Et puis là, la première question qu'on m'a posée, j'étais avec ma maman en plus ce jour-là, parce que la première fois, j'avais été avec mon père, mais
il était trop gentil. Enfin, il était comme moi, en fait. Et donc là, ma mère m'a dit, je t'accompagne. Donc, on arrive là-bas et la première question qu'on m'a posée, c'est quel est le handicap que vous préférez ? Et là, je l'ai regardé et je fais, c'est pas un bonbon qu'on m'a demandé de choisir, quoi. Et donc, elle me dit, bon, allez, on change de question. Bah oui. Et après, la question, c'était, vous avez refusé d'aller à l'UERO Senior. Donc, l'UERO, non, j'avais pas. C'est un centre de rééducation, pour évaluer un peu les compétences et puis même au niveau psychologie. Et donc, très bien, c'est un très, très bon centre. Mais je dis, c'est pas que j'ai refusé d'y aller. Je dis, c'est juste que j'ai des enfants et je peux pas laisser mes petites toutes seules. Donc là, on m'a demandé si j'étais handicapée ou maman. Je dis, je suis les deux. C'est une blague. Ah ouais, non mais j'en ai. Et donc là, j'ai pas refusé, mais en clair, pour elle, j'étais feignante parce que j'avais pas été à l'UEROS. Donc on a quand même pris rendez-vous avec mon père, on y a été à l'UEROS. Mais entre-temps, avant qu'on ait avoir ce rendez-vous-là, la MDPH donc 8 mois après, j'ai reçu mon dossier, le verdict de la MDPH. Et là, je reçois le courrier. Et il m'avait descendu mon pourcentage de handicap. J'étais redescendue à 50%. Il me remettait au travail. Et en fait, je me suis retrouvée... là, je perdais tout parce que moi, j'ai perdu la vue avec l'AVC. Donc, ça voulait dire que mes filles... J'ai un système pour que mes filles puissent aller à l'école. J'avais des aides humaines qui pouvaient les accompagner. Mais dû à mon handicap, si j'avais plus de handicap, ça voulait dire que j'avais plus le droit à ces aides. Et je dis, mais si j'envoie pas mes filles à l'école étant obligatoire, on va me les retirer. Je vais être une mauvaise mère. Donc en fait, tu es un peu dans un cercle vicieux où tu es bloqué complètement au pied du mur. Mais totalement, quoi. J'étais, et la MDPH, et puis, donc, je me suis battue. Mes médecins ont été vraiment super parce que ils m'ont vraiment suivi. Parce que moi, j'ai vraiment douté de moi. Je me suis dit, mais c'est moi qui abuse, c'est moi qui joue avec le handicap. Je ne savais plus qui j'étais. Et donc, ils m'ont vraiment beaucoup aidée et à me montrer que, non, je l'étais réellement. Le handicap, je ne l'inventais pas. Et puis, j'ai été me battre devant la CDAPH où, toute seule face à 12 personnes, c'est compliqué. On me demande de raconter un mois où moi, je suis quasiment dans le coma tout le mois, donc je me souviens de rien parce que je me noyais dans mon cerveau. Donc, je dis, c'était très compliqué. Et heureusement, le neurologue de l'association m'avait fait un compte-rendu, mais où il m'avait vraiment testé partout. Et j'avais fait, il m'avait reçu en rendez-vous, j'avais fait ça, c'est un vrai rendez-vous, en fait. Où là, on est vraiment évalué par rapport à ce qu'on est encore capable de faire et pas. À la MDPH, quand j'y allais, c'était le médecin, il m'a regardé, il m'a appuyé sur le bras. Vous sentez ? Non, je sens pas. Il la même chose sur la jambe, et il me fait c'est bon. Je dis c'est bon, c'est pas ça un examen médical. On est évalué pour plus, quoi. Ouais, parce que la MDPH, pour les personnes qui connaîtraient pas, c'est elle qui statue le fait que tu es une personne handicapée et donc qui peut te donner accès à une insertion professionnelle ou à des aides financières, etc. Oui, oui. Moi, je dépendais vraiment d'eux. Donc, j'avais besoin, en fait. Et puis le souci, c'est qu'en plus, on a des dates. C'est-à-dire que nous, on donne notre dossier, mais la réponse, elle peut venir. Moi, elle venait des mois et des mois et des mois après, quoi. Par contre, quand on envoie un dossier, nous, on a une date. Il faut qu'on ait envoyé tous les papiers avant telle date. Et donc, c'est un stress parce que déjà, on a toujours peur d'avoir oublié quelque chose. Et alors, on est déjà stressé. Et en plus, quand on a une réponse qui est négative ou ça nous remet tout en question, nous, on dépend d'eux. Moi, le handicap, je ne l'ai jamais voulu. Si j'avais pu m'en passer... C'est comme quand on me demandait quand elle m'avait demandé quel est le handicap que vous préférez. Je dis, mais moi, j'aurais eu le choix du handicap, j'aurais jamais pris ça. À un moment donné, C'est le choix du handicap, on n'en prend aucun. En fait, c'est pas la première fois que j'entends ça. En fait, j'avais rencontré un jour quelqu'un qui était à moitié malvoyant, à moitié malentendant. Et en fait, j'ai essayé de regarder là hier, de me renseigner sur les fameuses grilles d'évaluation du taux de handicap. Et
Alors, il y a des trucs très binaires, hein, genre l'acuité visuelle, c'est mathématique. Mais il y a d'autres trucs où c'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus subjectif, parce qu'en fait, on est dans l'humain, on n'est pas dans les maths. Et c'était écrit quelque part qu'il fallait quand même en prendre en compte les capacités globales de la personne et pas chaque difficulté une à une, mais on a l'impression que ça, ils ne le font pas. Et en gros, le jeune homme en question, qui était étudiant à l'époque, c'était ça, on lui demandait de choisir le handicap qu'il voulait mettre, on va le dire autrement, qu'il voulait mettre en avant, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça conditionne toutes les reconnaissances auxquelles tu as droit derrière. Ouais. Parce que la CDAPH, la commission départementale là, qui statue sur le handicap, ça permet d'avoir des tas de trucs dans la vie professionnelle et personnelle. C'est... ou même pour la scolarité, c'est celle qui va déterminer si le gamin a le droit à une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. C'est elle qui décide si vous êtes orienté dans le monde professionnel entre guillemets normal ou si on va vous orienter vers un monde professionnel adapté. C'est elle qui décide si on a le droit aux aides financières du type l'AAH, aide allocation adulte handicapé, quand on n'a pas d'autres revenus. Pour des aides matérielles, pour des aides humaines, y compris pour les cartes de stationnement et de priorité file d'attente. Hein. Oui. Accessoirement aussi, la carte handicapée qui permet d'avoir l'accompagnement à SNCF. Oui. Donc en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'au final, imagine, tu as un mauvais premier rendez-vous et tu tombes face à quelqu'un de pire que ce que tu pourrais avoir. Ça veut dire qu'en fait, derrière, toute la manière dont va être traité ton dossier, tu peux avoir des refus, des mois d'attente. Pareil, je parlais avec un étudiant l'autre jour qui me disait qu'il devait changer ses appareils auditifs et il m'a dit j'espère qu'ils vont tenir en mai. J'ai envoyé mon dossier, théoriquement j'aurai une réponse en novembre. Donc j'étais en mode en fait à tout moment, c'est-à-dire que là c'était plus d'appareils auditifs, impossible d'entendre des choses, le monde autour quoi. Uniquement parce que la MDPH peut pas pallier à ça. Et en plus, selon je sais pas à quoi c'est dû, mais selon le type ou le taux de handicap qu'ils te reconnaissent, c'est pas la même durée de reconnaissance. Il y a des gens pour qui c'est 2 ans, il y en a pour qui c'est 5 ans. Alors, moi, la dernière fois que j'ai eu droit, maintenant, c'est jusqu'en 2099. C'est bon, j'ai le temps de mourir. Hein. Et moi aussi. Parce qu'au début, c'était ça, c'était tous les 2 ans. Et puis moi, au niveau de mes yeux, j'ai une hémianopsie latérale homonyme droite. Sauf que les médecins, à la MDPH, c'était le terme médical, on s'en fout. Je dis le terme médical, on s'en fout pas. Et moi, il m'a retiré le permis, le terme médical. Donc, à un moment donné, c'est des médecins. Ils devraient mieux connaître même que moi. Mais au final... Je voulais rebondir sur le témoignage de Fanny. C'est l'exemple type, comme malheureusement beaucoup d'autres, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'handicap invisible. C'est-à-dire qu'on se permet de juger une personne sur son handicap à partir du moment qu'elle est debout, qu'elle semble ou qu'elle paraît normale, elle n'est pas en situation de handicap. Et au-delà de cette reconnaissance auprès de la MDPH, c'est aussi le quotidien des personnes en situation de handicap. Comme a été évoqué, la MDPH peut donner des droits des cartes de stationnement ou d'accessibilité aux caisses réservées aux personnes en situation de handicap. Et ça aussi, parfois, le grand public a du mal à comprendre pourquoi une personne debout peut se stationner des places réservées ou peut passer à des caisses réservées, prioritaires maintenant. Parce que des caisses réservées, ça a existé, mais maintenant ce sont des caisses prioritaires. C'est même valable dans toutes les files d'attente, pas que les caisses prioritaires. C'est-à-dire que si jamais vous êtes à votre rayon poissonnier en plein Auchan Poitiers Sud, vous pouvez demander à passer en priorité si vous avez votre carte. Il ne faut pas hésiter, même s'il n'y a pas de lieu attitré pour y aller au moment de demander. On va pouvoir parler justement du suivi après la pause musicale que Edoui Plenner va nous présenter. On va pouvoir parler du suivi justement qui est important avec les personnes qui viennent à la NPH. On va parler notamment du cas des orthophonistes. Edoui Plenner, quelle est donc cette musique que tu nous proposes aujourd'hui ? Le hasard fait très bien les choses, c'était pas du tout calculé. Donc sur l'émission Slam à tout va, que vous pouvez écouter sur Radio Pulsar le mardi de 19 à 20h, nous avions reçu mardi avant-hier, du coup, une rappeuse DJ-ette, on dit poitevine, qui s'appelle Safi, et qui nous avait fait une chanson de sa création, à la fois création pour son instrumental, l'instrumental, mais aussi les paroles, que ça s'appelle Combien ça coûte, et ça parle de la MDPH.
86. Génial. Et du handicap invisible. Voilà, du handicap Ouais, de invisible. ouf. Tout à fait. Pulsar. 95.9. Sûrement comme ça, t'as déjà une idée. Tous les mardis Ok. soir. C'est parti. Allez, c'est parti. Combien ça coûte d'apprendre à respirer, de payer pour guérir de ce qu'on t'a volé? À 60 balles le psy, 0 remboursement. T'as mal à l'âme mais c'est pas urgent. La sécu rembourse la chute, pas la cause. Le trauma lui reste invisible, grandiose. Tu bosses à mi-temps juste pour exister. T'as plus d'énergie mais faut persister. La corps en arrêt, l'esprit en CDD. Les nerfs en tension, la nuit vrac d'idées. On te demande d'aller vite, remonter la pente, mais la pente elle saigne, elle colle, elle hante. Et t'entends faut passer à autre chose. Comme si la mémoire se dépose. Tu souris ta caisse, tu fais semblant parce que la société te veut performant tout le temps. RQTH, la MDPH suffoque. Dossier empilé, le silence qui choque. Handicap invisible, t'as l'air normal, mais la douleur elle fait des heures sup fatales. RQTH, putain d'étiquette, c'est pas un cadeau, c'est une plaie discrète. On coche des cases pour prouver qu'on est cassé. Pendant que le monde continue d'avancer, les patrons aiment les stabs, pas les âmes fracturées. Les entretiens se terminent quand dit traumatisé. Les RH sourient, cochent des croix. On vous rappellera, mais on te le dit pas. Faut bosser, sourire, cacher tes plaies. Être fort, productif, calibré. Mais sous la veste, y a le cœur en surcharge et personne veut le voir. Ton naufrage. Choisir entre bouffer ou soigner ton cerveau. C'est ton quotidien, ton duo inferno. Les factures sont piles comme tes nuits blanches. Et t'as honte de pas tenir la cadence. On parle de mérite, d'effort, de courage, mais la précarité c'est un autre naufrage. Les aides sont lentes, les psys débordent et le silence lui te mord. MDPH, MDPH. Oh, ma gueule. Je suis pas casé, je suis pas réparé. L'administration veut une date de fin, mais la douleur n'a pas d'échéance, c'est bien. Et ouais. Combien ça coûte de survivre? Combien ça coûte de recoller? Ok. Je me suis planté vers la fin, mais c'est pas grave. Mais non. Franchement. Et ça, c'est la merci. Pour quelqu'un qui vient du milieu des DJ. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Vous êtes toujours sur Poitou Pop sur les ondes de Radio Pulsar 95.9. On vient donc d'écouter un extrait qui avait eu lieu l'autre jour sur les ondes de Radio Pulsar dans l'émission Slamatouva qui est donc tous les mardis de 19 à 20h. On vous invite fortement à vous connecter sur les ondes de Radio Pulsar sur ce créneau-là et sur tous les créneaux bien entendu. On continue de parler de la MDPH finalement et du problème d'accompagnement que peut y avoir quand on se retourne vers cette institution finalement publique. Il y a notamment la question justement du suivi médical. Et donc derrière la question de la MDPH et du suivi médical, il y a aussi un gros problème, c'est le problème des orthophonistes. Et on voulait voir ça justement avec toi, Pauline. Aujourd'hui, quand on demande un rendez-vous orthophoniste, on a l'impression qu'il y a 6 ans d'attente. C'est trop compliqué justement de trouver un orthophoniste aujourd'hui en France. Oui. Les délais d'attente sont souvent très longs. C'est de plusieurs mois à parfois 1 an, voire 2 ans d'attente dans des zones rurales où il y a peu de professionnels. C'est un métier qui est très féminisé, qui est aussi peu reconnu. On est peu nombreux en France. On est à peu près 25 000 professionnels sur la France et pas forcément très bien répartis, mais même si on répartit bien les orthophonistes d'un point de vue démographique, on n'est pas assez, clairement, pour le nombre d'habitants. Et pour les besoins de nos patients, les délais d'attente donc, sont longs et en fait, il y a aussi un gros souci, c'est que beaucoup d'orthophonistes désertent en fait l'hospitalier, désertent les structures par manque de reconnaissance.
On a un niveau d'études qui est de 5 ans d'études après un concours qui est assez sélectif. 5 ans d'études en centre de formation CFUO, des universités en orthophonie, souvent basées dans les facultés de médecine. Et en fait, on est reconnu sur des grilles encore de Bac+2 dans les structures hospitalières, dans les structures médico-sociales, comme les CMPP, les IME, les centres spécialisés. Et en fait, du coup, clairement, les orthophonistes n'ont plus envie de travailler pour être payés 1 700 à 2 000 euros pour les études qu'on fait. Et en fait, c'est très problématique pour nos patients parce que alors moi, je suis installée en maison de santé dans la Vienne et j'ai travaillé après mes études dans le service d'unité neurovasculaire du CHU de Poitiers. Et j'avais à cœur vraiment d'accompagner mes patients victimes d'AVC. Et j'ai toujours à cœur d'accompagner mes patients du mieux possible en maison de santé. Et en fait, c'est des patients qui ont des troubles du langage oral, des troubles du langage écrit. L'orthophonie, on dit que c'est souvent à tous les âges de la vie, en fait, de l'enfant qui naît prématuré, et qui a des soucis au niveau de sa sphère buccale, au niveau de la bouche, et qui a besoin de développer sa déglutition pour bien manger et pour apprendre à parler aussi plus tard. Ça va donc du bébé prématuré à l'enfant, l'adolescent, l'adulte qui a des troubles du langage ou des troubles de la cognition de manière plus générale acquis après donc AVC, trauma crânien, une tumeur, un cancer ORL. Souvent, on n'y pense pas toujours, mais quand on a une laryngectomie, on a besoin de réapprendre à parler, réapprendre à utiliser une nouvelle voix, réapprendre à déglutir. Et nos patients aussi qui ont des troubles du neurodéveloppement, comme un trouble du spectre autistique, des troubles spécifiques des apprentissages tels que la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. On ne dit plus trop les troubles 10 aujourd'hui, mais tout le monde voit de quoi je parle quand je dis ça. Le bégaiement aussi, la déficience intellectuelle. En fait, on est vraiment au cœur du parcours des personnes qui ont ce handicap invisible dont on parlait tout à l'heure et des familles qui se battent. C'est pas un caprice, c'est pas un manque de volonté d'avoir ce genre de handicap, comme disait Fanny tout à l'heure, c'est pas un bonbon qu'on choisit. C'est des patients qui souffrent, c'est des réalités cliniques qui sont objectivées par des professionnels de santé, qui sont évalués, qui sont diagnostiqués. On a à cœur vraiment d'accompagner, nous, quand on est orthophoniste, nos patients, mais parfois, en fait, on ne peut pas aussi parce qu'on est submergé de demandes. On aimerait pouvoir répondre à tous du mieux possible. Les patients sont souvent aussi en colère parce qu'en fait, ils attendent un bilan orthophonique pour pouvoir faire leur démarche auprès de la MDPH. Et tout ça, ça les met dans une situation de souffrance. Et autant pour les professionnels de santé. Donc voilà, j'en ai tous les jours dans mon cabinet. Des gens qui sont épuisés déjà alors qu'ils ont un handicap qui les épuise par ailleurs et qui sont d'autant plus épuisés par les démarches qu'ils doivent faire. Ouais, vu que, du coup, au final, ça fait qu'il y a étant donné qu'il y a un manque d'orthophonistes, ça fait que ça peut créer une tension quelque part. Donc là, sur le cas de la MDPH, par exemple, si justement il y a une tension par rapport aux orthophonistes, les gens, comme par exemple, tu l'as dit Fanny, se retrouvent au pied du mur. En plus, ça, après, si jamais ça prend un peu trop de temps, ils n'ont plus forcément d'argent par rapport au budget, etc. Et du coup, ça vous met en porte-à-faux directement les orthophonistes avec les patients. On prend le cas précis des orthophonistes. Alors qu'au final, c'est beaucoup plus un problème structurel de formation dès le départ, de vision d'ensemble, de comment accompagner les patients, etc. Et en fait, ça met totalement les médecins et les patients en guerre, quoi, limite, à savoir de qui va réussir à avoir le Saint Graal du médecin, etc. Partout en France. Ouais, complètement. En fait, les gens se renvoient la balle. Je pense que, en fait, les gens sont en colère et c'est normal. En fait, ils se renvoient la balle alors que c'est un système national qu'il faudrait changer. C'est simplement mettre plus de professionnels de santé. C'est faux. Enfin, quand on entend les discours de mauvaise répartition, la démographie n'est pas forcément bonne. Alors oui, c'est sûr qu'il faut attirer les professionnels de santé dans les zones rurales.
Oui, c'est sûr qu'il faut donner les moyens, en fait, aux gens de s'installer, de vouloir y aller. Mais il faut aussi former plus de personnes. Il faut plus de centres de formation. Il faut former plus de professionnels de santé. Il faut former plus de médecins, d'infirmiers, d'orthophonistes, de kinés. Et en fait, être en colère de la part des patients contre le corps médical ou inversement, c'est pas... Pour moi, en tout cas, c'est pas le combat qu'on devrait mener. Le combat, il est dans les urnes. Et clairement, même au niveau de la MDPH, au niveau de l'administration, hein, on est sur les mêmes problèmes. Hein, manque de personnel administratif, même problème qu'on a dans les écoles et au niveau public, hein, on le sait bien. Bah, justement, Ah, pardon, vas-y, Lorraine. Non, pardon, parce que j'étais en train de me demander si le problème, il n'est pas uniquement dans le nombre des professionnels, mais dans leur formation, y compris pluridisciplinaire, puisqu'il y a beaucoup de maladies et de handicaps qui touchent tout un tas de... Enfin, qui ont un... Ah, je trouve pas le Il y a mot. autant de maladies que de malades, c'est ça Non, que c'est pas ça, c'est qu'en fait... tu as beaucoup de cas où les gens vont avoir besoin de voir des professionnels de santé dans des disciplines complètement différentes. Et vous allez voir un jour, l'ORL, il va regarder que sa partie, il s'en fout du reste, etc. etc. Oui, mais complètement. Et un petit problème de sensibilisation peut-être au handicap en général, parce que ce que Fanny, là, tu racontes des préjugés, du stéréotype des personnes qui t'ont reçu. Moi, j'ai dû voir un jour un médecin agréé pour qu'il déclare si j'étais apte ou pas à rentrer dans la fonction publique par la voie dérogatoire pour les gens qui ont la RQTH. Je suis malvoyante, ça se voit pas forcément tout de suite du premier... Voilà, mais j'ai une acuité visuelle toute pourrie. Ouais. Je vais voir le médecin, je le connaissais pas. Hein. Je lui raconte mon cas. Alors déjà, j'avais un peu poireauté, donc j'étais bien stressée. Il en allait de ma vie professionnelle derrière. Il me montre son écran d'ordinateur portable. Il me dit, vous voyez quoi là ? Bah, je vois votre écran du con, mais je ne peux rien lire. Et il a fallu que je me lance dans un... Il a fallu que ce soit à moi de lui expliquer que non, mais c'est justement pour ça que je viens vous voir. Après, il existe tout un tas d'aides, d'aménagements, etc., etc., etc. À la fin, le gars, il me dit, bon, d'accord. Il me prend ma tension, il me trouve une tension. Ah bah ouais, j'ai rien dit, mais forcément, quoi. Il m'a fait tellement peur. Et c'était... j'en reviens pas que ce genre de gens, ils aient droit de vie ou de mort sur la vie professionnelle ou la vie perso des gens, quoi. En fait, je comprends complètement tout ça, ce vécu. C'est que... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, quand tu disais tout à l'heure que les gens sont un peu perdus aussi dans les parcours. On est ballotté d'un professionnel à un autre. Il n'y a pas des structures claires. Il n'y a pas de... pour moi, en tout cas... Et par exemple, on prend le cas d'un trouble du spectre de l'autisme, un enfant qui est diagnostiqué d'un TSA. C'est un parcours du combattant et il y aura pas de place au CRA, par exemple, pour faire un bilan. Ou alors le délai d'attente sera super long, mais il va être envoyé au CMPP. Mais du coup, il n'y a pas d'orthophoniste dans le CMPP. Donc les CMPP se conventionnent avec les libéraux. Mais en fait, les libéraux ont besoin de structure. Ces enfants-là ont besoin d'une structure avec des professionnels qui sont formés à les accompagner. Et voilà... Non mais oui, mais en fait, ce qui m'interloque le plus, c'est que vous allez justement dans une structure, pour être reconnu, vous allez dans une structure qui s'appelle la Maison des personnes handicapées. Et en fait, ça vous sort des grandes phrases de validistes. Du coup, voilà, là, c'est un parfait exemple de comment définir un propos. Alors, quand vous voyez parfois des gens qui disent « oui, ce terme-là, il est validiste », c'est justement par rapport au fait de, comme tu l'as dit, vous voyez quoi sur mon écran ? Je vois rien, c'est que vous faites pas d'efforts ou autre, ou par exemple, non mais vous vous tenez debout. Ça, c'est des termes validistes, c'est-à-dire qu'on met une perception de personne valide sur une personne qui parfois est invalide. Et il y a la question justement de comment, tu l'as dit, la résurrection par les urnes. Alors, les personnes qui gèrent la MDPH, du coup, c'est le conseil départemental. Et donc, il y a des élections par rapport à ça. Il ne faut pas hésiter à aller voter au cantonal. C'est les élections cantonales. Donc, allez voter pour les élections cantonales pour que, justement, des petites structures comme ça de santé sur lesquelles la main, finalement, elle n'est pas sur l'État en soi-même, elle est sur plus local, les départementales pour le coup, avec les conseils départementaux. Voilà, allez voter pour les cantonales. C'est ça. Dans 2 ans, mais en 2026,
C'est ça, oui. Là. Après, plus largement, le problème, c'est que si tu vas par là, les conseils départementaux, ils ont toute la politique sociale, ils ont l'aide à l'enfance, ils ont l'aide aux personnes âgées, ils ont la gestion des collèges, ils ont les personnes handicapées. On peut voter tout ce qu'on veut. Si derrière, ils n'ont pas de sous, ils iront pas bien loin. C'est exactement ça. C'était même la poursuite de ma phrase, justement, parce que suivant les départements où tu es, il y a des MDPH qui ont plus ou moins de budget. Justement, est-ce que, étant donné que vous faites partie d'une grande association nationale, AVC 86 fait partie d'AVC France, je présume, vous n'êtes pas tout seul sur votre petite île, est-ce qu'il y a des comparatifs qui sont faits, on va dire, entre les MDPH de tel département? Finalement, c'est mieux d'être handicapé dans quel département en France? C'est ça la future question de notre chronique qu'on pourrait se demander. Tu veux dire qu'il faut faire une ségrégation des handicapés à la suite, c'est ça? Donc la Vienne, est-ce que c'est vraiment en Vienne, c'est catastrophique, ou est-ce que c'est national ou c'est catastrophique? La Vienne, c'est catastrophique. On n'est pas réputé pour être la meilleure des MDPH, quoi. Je l'ai vu à Niort, quand j'ai dit que je venais de Poitiers. Vous n'avez pas de bol. Donc, justement... mais en même temps, on ne choisit pas, selon où on habite. Bon, là, j'ai intérêt de ne pas faire d'AVC. Je veux dire, on ne va pas choisir son lieu de vie par rapport à ce qui risque de nous arriver, quoi. Et c'est justement la catastrophe de la MDPH de Poitiers, donc c'est les délais d'attente, la malformation. Est-ce que vous avez communiqué justement avec la MDPH sur ce manque de formation en tant qu'association? Oui, on a France AVC 86 a communiqué avec la MDPH. On a même eu une réunion avec tout le personnel de la MDPH. Donc, ils nous ont expliqué leurs problématiques, un manque de moyens, comme ça a été évoqué, manque de personnel, ça on en est tout à fait conscient. Mais on ne comprend pas pour autant qu'il y a une telle disparité entre départements. Je suppose qu'ils ont les mêmes barèmes, même si on parle d'humains, on ne parle pas de cases ou de chiffres, mais malheureusement, je pense qu'ils ont des grilles à respecter. Mais on voit bien, nous, les retours que l'on a, que suivant les départements, les reconnaissances sont plus ou moins faciles, je ne sais pas, mais au moins limpides que dans le 86. Ça, c'est une certitude. Et puis, les délais de traitement des dossiers sont très, très longs dans le 86. Ça, c'est également une vérité. Je vous rappelle aussi que la MDPH, malheureusement, les personnes qui tombent en situation de handicap, c'est le point entrant pour rentrer dans la société avec son handicap, pour bénéficier effectivement de certains aménagements qui peuvent lui faciliter la vie quotidienne, quoi. C'est ça, c'est que plus cet outil sera performant, plus les gens se sentiront inclus dans la société. Et parce que bien souvent aussi, il faut en parler, quand on fait un AVC, mais quand on se retrouve dans un handicap quelconque, il y a aussi un isolement social qui peut s'opérer. Et c'est là où aussi votre association entre en jeu, c'est aussi pour aider les aidants. Parce que parfois, quand on est aidant, on a l'impression, c'est toi qui me le disais, Fanny, la dernière fois, quand je suis allé te voir, tu m'as dit, quand par exemple on fait un AVC, on a l'impression que la personne c'est la même vu que d'extérieur. Tout a l'air la même chose, même corpulence, même tête, etc. Mais en fait, à l'intérieur, plus rien ne va. Ouais. C'est ça, on n'est plus du tout les mêmes. Et c'est difficile pour les proches, en fait, de comprendre que on n'est plus pareil, quoi. C'est ce que je disais la dernière fois, c'est un deuil pour le patient de son ancienne vie, mais c'est aussi un deuil pour les aidants, où il faut qu'ils acceptent la nouvelle situation, quoi. Et c'est vraiment pas évident. Je sais que c'est... Ça, c'est crucial. L'aide aux aidants, je parle en tant qu'orthophoniste, mais je parle aussi en tant que fille d'un papa qui a la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ma mère prend soin de mon père à domicile, qui est encore autonome, qui fait beaucoup de choses encore, mais on sait qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour lui, clairement. Et du coup... c'est très frustrant de savoir que les aidants ne sont pas toujours bien accompagnés aussi dans ce parcours-là, que les structures sont très, très chères. Quand on veut des bonnes structures et quand, notamment dans la maladie d'Alzheimer, il y a un village Alzheimer en France, à Dax, pour pouvoir y rentrer. Je crois que c'est 2 500 € par mois, voire 3 000 € en fonction du score qu'on cote pour rentrer dans la structure. Et moi, j'étais ravie quand j'avais
entendu parler de cette structure, de ce village Alzheimer. Et en fait, espoir déchu, puisque clairement beaucoup trop cher pour qu'une personne puisse y accéder. Ça sélectionne beaucoup. Hein. Ah oui, clairement. Ouais. Déjà, s'il y a besoin de score, mais c'est la roue de la fortune. C'est chop, hop, 10. Ah non, 0. Pardon. Ouais. Et puis en plus, c'est dégueulasse. On parle de maladies évolutives, là. Le temps d'attente, c'est bien gentil, mais entre-temps, l'état du patient, il évolue, quoi. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenus ce soir avec nous, Pauline, Fanny et Olivier. On écoute la chronique de Cinémarx d'Arthur et après sans transition et après on fait la conclusion où on va donner les horaires sur les personnes qui souhaiteraient vous rejoindre ou participer à des tables rondes, etc. Cinémarx par Arthur, c'est ce soir vu que il n'est pas présent dans les studios, malheureusement il nous a abandonnés. Sans doute lui aussi se terre-t-il au fond d'un trou ou peut-être est-ce simplement les vacances étudiantes, je ne sais pas. En tout cas, il nous a envoyé sa splendide chronique. Il aurait dû venir. Sa splendide chronique, donc c'est Cinémarx présenté par Arthur. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Les étoiles en plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Cinémarx, la chronique cinéma qui met le capitalisme hors champ. Ça faisait 6 semaines que vous n'aviez pas entendu ma douce voix sur les ondes de Radio Pulsar, mais pas d'inquiétude, me revoilà enfin. Aujourd'hui, je vous parle harcèlement scolaire, retranscrit avec brio dans le film belge Un Monde, réalisé par Laura Wandel, est sorti en 2021. Un Monde raconte l'histoire d'une petite fille, Nora, qui rentre en primaire. Dans sa nouvelle école, elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Nora est alors tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence. Un Monde nous confronte pleinement au harcèlement scolaire. Les scènes de harcèlement, en plus d'être très dérangeantes, sont sans filtre. Les scènes d'agression, enfantines soient-elles, sont pleinement montrées. Tout cela se mélange à la nostalgie des années primaires que nous fait ressentir le film. C'est donc tout un tas de souvenirs qui nous remontent, mais entachés en bruit de fond par les cris, la haine et parfois le sentiment d'impuissance des enfants face aux adultes qui n'ont pas l'air de mesurer la gravité des actes. Tous ces sentiments sont d'abord renforcés par 2 jeunes acteurs et actrices brillantes, Maya van der Beek et Gunther Duré, qui ont été dirigés d'une main de maître. Mais surtout, on doit à l'efficacité du film sa mise en scène, un huis clos oppressant dans la cour et les couloirs de l'école primaire. Avec une caméra sans cesse à hauteur d'enfant, ne faisant parfois que le focus sur Nora. On nous plonge vraiment à bras-le-corps dans cet univers impitoyable pour conscientiser pleinement ce qui s'y passe là-bas. Un Monde est un film important et il ne dure qu'1h12, alors laissez-vous tenter. Si vous souhaitez le voir, le film est en ce moment disponible gratuitement sur la plateforme France.tv et sûrement dans votre médiathèque proche de chez vous. Sinon, piratez-le. Une fois de plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les derniers de la terre. Les étoiles en plus. Merci Arthur pour ta chronique Cinémarx. Il est l'heure de conclure notre émission. Je me retourne donc vers toi Olivier, notamment vu que tu fais partie d'AVC 86, tout comme Fanny. Quels sont les horaires, par exemple, si quelqu'un veut vous rejoindre pour une table ronde ou un moment d'échange, quand est-ce que vous êtes présent? Où est-ce qu'on peut vous retrouver notamment? Alors, tout à fait. Alors déjà, pour nous retrouver, bon, c'est pas les victimes d'AVC, pardon. On a fait de l'affichage dans le CHU de Poitiers, dans tous les services de neurologie, de cardiologie. On a également démarché tous les cardiologues, les neurologues, les CH et les maisons de santé, ainsi que les centres de rééducation. Donc là, bon, pour les victimes d'AVC, je pense qu'ils sont à même pour pouvoir nous retrouver. Et on a créé, donc, un patient victime d'AVC a créé une page Facebook qui est toute récente, où là, vous pouvez retrouver toutes nos coordonnées afin de pouvoir nous contacter. On a des groupes de parole pour les victimes d'AVC, des groupes de parole pour les aidants. Et puis, comme je disais en début d'émission, on va également donc à Morissal pour accompagner les personnes, enfin les victimes d'AVC qui sont en rééducation.
Voilà un petit peu ce qu'on... Pardon, tu voulais rajouter la page Facebook. Oui, la page Facebook, c'est France AVC. Donc France AVC 86, effectivement, c'est bien de le préciser. Des fois, oui, on est un peu dans notre petit monde, donc on a tendance à oublier l'essentiel. Il n'y a pas de problème. Et donc voilà, si jamais vous souhaitez aller voir ce qu'ils font, vous pouvez aller sur Facebook ou vous rendre au CHU pour les affiches, poser des questions. À l'accueil, ils sont au courant. Votre prochaine, est-ce que vous avez un prochain moment de réunion là cette semaine ou dans la semaine à venir? Début octobre. Début octobre. On reprend, là, j'ai plus rien jusqu'à la... On est quand? On est le 19 février. Alors, la semaine prochaine, je suis à Maurice-Salle. Ok. Donc la semaine prochaine, wow, je vais réussir moi aussi à finir mes phrases. Le jeudi après-midi. Le jeudi après-midi, voilà. On vous donne rendez-vous. Donc si jamais vous souhaitez les retrouver, donc ou sur AVC 86, vous pouvez les contacter. Merci beaucoup d'être venu. Pauline, tu souhaitais rajouter quelque chose par rapport aux orthophonistes? En tout cas, je pense que c'était un peu toi aussi au pied du mur. Ont été dites déjà, mais merci. Je voulais remercier surtout Radio Pulsar. Merci Gabin. Merci à France AVC 86 aussi pour le combat qu'on continue de mener. Et puis, j'espère que les choses changeront pour les orthophonistes en France. Et on l'espère aussi. Et si vous souhaitez notamment rester informé, ça tombe bien, c'est un peu l'instant auto-promo où je regarde mon président d'association en espérant ne pas dire de bêtises ou ne rien oublier, parce que ici c'est la dictature. Et prochainement, vous pourrez retrouver dans différents endroits, dans Poitiers, en tout cas à l'envers du bocal pour sûr, le nouveau numéro du journal Le 30 qui devrait paraître avec une rubrique toute spéciale sur les municipales où on compare notamment les listes aux municipales, parce qu'on a vu qu'en ce moment il y avait une sorte de petite autopromotion en disant oui, regardez notre liste, comment il y a une égalité sociale, il y a des riches, il y a des pauvres, etc. On s'est un peu penché dessus, on a regardé voir est-ce que c'est une liste CSP, CSP+, CSP++, est-ce que c'est CSP qui tape au plafond carrément? Vous en saurez plus en regardant le journal Le 30. Très prochainement, bien entendu, aussi vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube Ventre Presse un reportage que je vais aller faire avec AVC 86 pour approfondir aussi la chose, vu qu'en 1 heure, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement approfondir, donc de manière un peu plus longue. Et vous pouvez aussi retrouver d'anciennes choses qu'on a pu paraître sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'oublie? Instagram Poitou Presse, bien entendu, toujours. Le 30.info pour le site du journal, et je crois que c'est à Bain-Couillon. Et à Bain-Couillon, la chaîne Twitch. D'ailleurs, hier, alors voilà, en fait, hier, je voulais live sur la question des fascistes et tout, mais je me suis dit, c'est encore trop à chaud, je vais dire des bêtises et je vais avoir le GIGN qui tape à ma porte. Tu vas dire des bêtises. Et j'ai peur, parce que quand je suis tout seul chez moi, dans mon appartement, j'ai pas ces regards qui font que je suis obligé de me calmer, tu vois. Je suis tout seul avec moi-même. Donc... Tu laisses dans les brouillons de ta boîte mail et après, quand tu t'es calmé, tu postes. Donc, j'hésiterai pas. Après, on fera ça. Je pense demain soir, il y a un monde où, dans la semaine qui arrive, de toute façon, à un moment ou à un autre, il va falloir faire des choses. Et voilà, donc n'hésitez pas pour le 30 à vous rendre à l'envers du bocal ou à nous contacter. Si vous souhaitez devenir bénévole, on ne sait jamais. Si jamais vous souhaitez participer à l'émission de radio, écrire des articles ou diffuser le journal aussi. Diffuser le journal. Parce que vous pouvez trouver ça sur Hello Asso, Poitou Presse, le 30. Mais bon, après, voilà, toute contribution bénévole est bienvenue. Et bien entendu, on est toujours là d'ailleurs. J'ai un peu un coup de gueule à passer au syndicat de gauche, parce que moi, j'ai préparé un article sur les élections Crous. Donc, j'ai préparé un article dedans, j'ai vu des choses et tout, en mode, voilà, qu'est-ce qui est politique ou non? Je montre que la FEP, il y a une hégémonie associative de la FEP à Poitiers, etc., etc., etc. Je contacte les syndicats et aucun syndicat de gauche m'a répondu. Donc, la CGT m'a répondu, oui, on vous te répondra plus tard. Autant pas me répondre. Et l'Union étudiante m'a jamais répondu. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me répondre? Certes, j'ai fait une tier list pas trop simple. Contact@le30.fr si vous voulez. Voilà, si jamais vous voulez nous envoyer des mails d'information ou toute autre chose. En tout cas, à très bientôt sur les ondes de Radio Pulsar dans 2 semaines exactement. Si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est possible sur le site internet de Radio Pulsar ou sur la chaîne YouTube Ventre Presse. D'ici là, on vous donne donc rendez-vous sur tous nos réseaux. Merci encore à Fanny et Olivier d'AVC 86 et à Pauline qui était orthophoniste. Merci à Eden, Laurine, Jeanne et Douy Plenaire, Arthur pour sa chronique. Merci à moi-même d'être encore vivant face aux fascistes. Merci Gabin. Et à très bientôt sur les ondes de Radio Pulsar. Tout de suite, c'est Metal Fury sur Radio Pulsar 95.9. À bientôt.